vérité au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce 20h au programme La formation des jeunes chefs d'entreprise sur l'élaboration d'un plan d'affaires. D'autres conseils pratiques leur sont inculqués pour une meilleure gestion de leurs entreprises. Nous irons à Atapamé dès le début de ce journal. La ministre en charge de l'action sociale et la représentante du HCR aux côtés des réfugiés dans la plaine de Meaux, au cœur des discussions, l'établissement d'un jugement supplétif à certains d'entre eux qui font déjà 30 ans au Togo. Et puis, les 100 meilleures entreprises togolaises les plus dynamiques ont été distinguées par le cabinet Ecofinance, un événement qui a rassemblé ce vendredi le gratin des hommes d'affaires du pays. Le gala des 100 meilleures entreprises, 3e édition, est à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Direction tout d'abord à Tapamé, dans la région des Plateaux, pour la formation des jeunes chefs d'entreprise. Ils sont sélectionnés pour le compte de la mise en œuvre du projet d'appui aux investissements agricoles, une mise à jour des compétences en entrepreneuriat et élaboration d'un plan d'affaires. Sylvia Rabdou. Ils sont engagés dans la collecte, d'autres dans la transformation des produits, notamment le maïs, le manioc et le soja. Ces jeunes chefs d'entreprise sont identifiés dans le contexte du projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes payages, un projet complémentaire du paillage SP. Ils bénéficient ici de cette formation en entrepreneuriat et en élaboration de plans d'affaires en vue de les aider à maîtriser les fondamentaux et les techniques devant leur permettre de bien positionner leurs différentes entreprises. Après leur sélection et leur mise en relation avec les PME partenaires, l'étape qui suit, c'est la formation à l'entrepreneuriat et l'élaboration de plans d'affaires pour permettre à ces jeunes-là de connaître les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Et comment créer une entreprise? Où est-ce qu'il faut formaliser une entreprise? Quelles sont les différentes formes juridiques d'entreprise qui existent? Le second volet de cette formation, c'est l'élaboration de plans d'affaires, puisque le plan d'affaires, c'est l'outil qui leur permet d'avoir les services financiers. La formation concerne pour le moment les jeunes chefs d'entreprise identifiés dans la maritime, plateau et centrale. Une formation qui constitue pour eux un plus pour la relance de leurs activités. Cette formation, à la fin, je crois que je vais finir par monter un bon plan d'affaires. Et surtout, je demande que ça soit vraiment accompagné financièrement et surtout sur le plan technique. Cette formation m'a guidé aujourd'hui de comprendre les vraies thématiques de l'entrepreneuriat. Ça m'a vraiment orienté. Au niveau de mon entreprise, je dois essayer de mettre un plan de gestion bien structuré. À terme, c'est de leur permettre de cerner tous les contours et à disposer d'un plan d'affaires pour une bonne conduite du projet sur le terrain. Ce projet paillage concerne essentiellement les jeunes qui n'ont pas pu bénéficier du projet paillage SP afin de mieux les accompagner dans la réussite de leurs différentes entreprises. D'autres jeunes sont cooptés pour faire la promotion du café Robusta. Ils étaient à Palimé pour approfondir leurs connaissances en la matière. C'est la première vague à l'occasion de la publication de la 4e édition du guide du café français. Ces jeunes ont reçu des certificats. Yata Ratem. Des certificats de fin de formation à une trentaine de jeunes entrepreneurs de l'industrie du café. 5 jours d'apprentissage à Palimé pour ces jeunes de 8 pays africains sur la gestion moderne de kiosques à café.
La formation, initiée par la CRAM et le CCFCC du Togo, s'inscrit dans le cadre de la relance du café robusta en Afrique. Nous produisons, mais la consommation est tellement faible qu'il faut alors mener beaucoup d'actions pour encourager à augmenter cette consommation. D'où l'intérêt de la formation. Parce qu'il faut former les transformateurs à mieux privilégier la qualité. Plusieurs modules ont meublé la formation. Ces jeunes repartent satisfaits. Cette formation m'a permis d'aimer plus mon métier de torréfacteur. Ce qui va changer présentement quand je retourne au monastère, c'est de monter un projet de mise en place d'un kiosque. Nous avons appris l'étape de la sélection des graines, comment fonctionne la torréfaction, les métiers du barista. Nous demandons aujourd'hui aux autorités d'organiser des formations pareilles. Cette formation participe à la promotion de l'entrepreneuriat, de la transformation locale et de la consommation des produits locaux qui occupent une place de choix dans la politique du gouvernement. S'agissant de la formation sur la gestion moderne de kiosques et de bars à café qui se tient à Palimé, elle vient à point nommé pour soutenir la dynamique actuelle de promotion de la transformation et de la consommation locale de nos produits. Le gouvernement togolais apprécie la pertinence de cette formation qui, au-delà des aspects techniques, nous rappelle l'impérieuse nécessité pour nos États de mutualiser leurs efforts afin de se mettre à l'abri d'éventuelles fluctuations des prix sur le marché international. L'implantation des kiosques à café vise à offrir des occasions de dégustation du café robusta et susciter des emplois bien rémunérés pour des jeunes intéressés par la chaîne de valeur du café. La campagne agricole a démarré, plus question de faire pâturer le bétail. Une alternative est trouvée pour nourrir les animaux sur place pendant cette période. Il s'agit des aliments améliorés pour bétail à un prix subventionné destinés aux éleveurs des régions Savane, Kara et Centrale. Gérard Lagoudou. La Fédération nationale des professionnels de la filière bétail et viande du Togo, résolument engagée à soutenir le secteur pour l'épanouissement de la population. Après la campagne de distribution de kits géniteurs, dans le contexte du projet d'appui aux familles confrontées aux effets cumulés de la soudure pastorale, l'insécurité et la pandémie Covid-19 en février dernier, l'heure est à l'appui à l'embauche des ruminants domestiques et à la commercialisation du bétail. Au total, 90 tonnes d'aliments de bétail seront distribuées dans les régions Savane, Kara et Centrale. C'est des concentrés et aussi d'autres produits. Donc c'est vraiment très riche. C'est ce qui est utilisé dans la région. C'est un aliment très riche et qui permet quand même aux animaux de prendre beaucoup de poids. Actuellement, beaucoup de nos acteurs ont des difficultés pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Et aussi, on est en saison pluvieuse et c'est des zones où vraiment il y a beaucoup de champs et il n'y a pas beaucoup de zones où il faut aller pâturer. Donc, ça nécessite qu'il y ait ces aliments-là pour permettre quand même à ces animaux de pouvoir au moins l'avoir tout à côté et permettre vraiment surtout de faire l'embouche, puisqu'on parle de l'embouche. Ça veut dire nourrir les animaux sur place. Il y a d'abord un premier magasin à Mango, un deuxième magasin à Agbassa et un troisième magasin à Sokoudi. Donc c'est pour vendre ces aliments de bétail à des prix modérés à nos éleveurs pour leur permettre de booster la production en viande au Togo. Le projet est financé par la coopération suisse et mis en œuvre par l'Agence régionale de l'agriculture et l'alimentation à travers la Fédération nationale des professionnels de la filière bétail et viande du Togo. L'actualité de ce samedi nous amène aussi dans la plaine de Meaux. Djarpanga, la ministre en charge de l'action sociale et la représentante du HCR au commissariat pour les réfugiés y était. Au centre des échanges avec les réfugiés, l'établissement d'un jugement supplétif à ceux qui ont fait 30 ans au Togo pour renforcer leur intégration.
Désiré Aloy nous en dit plus. L'inclusion sociale des réfugiés reste un enjeu. Sur le sol togolais, certains y vivent il y a une trentaine d'années. Le gouvernement togolais travaille à leur meilleure intégration en visant la réduction de l'exclusion, rimant ainsi avec le respect des droits de l'homme. Mission conjointe du ministre en charge de l'action sociale Adiovilo-Lognon Apedo Anakoma et la représentante multipays du HCR, Monique Ekoko, dans la plaine du Mot pour créer un contact entre les réfugiés ghanéens, les autorités togolaises et les institutions. Déplacement pour aussi lancer une fois encore l'établissement de jugement supplétif pour ces réfugiés installés dans la plaine du Mot. Aujourd'hui, nos équipes techniques sont encore sur le terrain pour poursuivre le travail avec l'appui des autres services de l'État, notamment de la justice et de la sécurité, sous la supervision des autorités préfectorales et communales ici présentes. À cet égard, je voudrais vous rassurer que le gouvernement togolais poursuivra sans relâche les actions entamées et renforcera sa coopération avec les partenaires impliqués afin que les solutions durables recherchées soient obtenues au profit de tous les réfugiés. Projet du gouvernement togolais soutenu par le HCR dans la perspective de recherche de solutions durables aux groupes cibles de réfugiés au Togo. On va faire tout pour soutenir le gouvernement pour voir que la communauté haute et les réfugiés bénéficient vraiment de projets qui vont au moins aider pour le développement de la région. Je voulais prendre cette occasion pour remercier en premier lieu le chef d'État et après Madame la ministre de l'Action sociale pour leur intérêt dans le cas de réfugiés ghanéens. Le Togo aujourd'hui compte sur son sol 11 511 réfugiés et demandeurs d'asile de 30 nationalités. Parmi eux, 8 513 ressortissants ghanéens répartis majoritairement dans les préfectures de Tandjouaré, de Dangpen et de Mo. J'étais très petite quand ma maman m'a amenée ici. Aujourd'hui, on se sent comme des Togolais. Mes enfants vont à l'école. Mon premier fils fait la seconde. Avec les pièces qu'on veut nous faire là, nous sommes très contents. Ce n'est pas facile pour accueillir l'homme. On dit merci à toute la population de Mo. Et on dit merci aussi au gouvernement, c'est à HCR aussi. Le membre du gouvernement et la représentante du HCR ont appelé les réfugiés au respect des lois du pays et vivre en parfaite collaboration avec les populations hautes pour ensemble enraciner les valeurs de paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. À Noche, dans le Hao, c'est le projet eau, hygiène et assainissement qui est lancé au profit de 6 préfectures. Il est prévu la construction des latrines et forages. Projet porté par l'Organisation de la Charité pour un développement intégral au CDI. Sylvia Rabdou. Officiellement lancé pour sa mise en œuvre, le projet eau, hygiène et assainissement est un projet de l'Organisation de la Charité pour un développement intégral au CDI Caritas Palimé, un projet pour améliorer la santé des populations. Ce projet financé par le programme PAPV, programme d'appui aux populations vulnérables, va être exécuté dans 6 préfectures, notamment Hao, Agou, Bélé, Cloto, Dagny et Moyemono. À travers ce projet, 50 latrines familiales, 10 latrines scolaires et 12 forages vont être mis en place. Des latrines, des forages, c'est pour donner vie parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie et là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Les latrines, vous voyez, quand le Seigneur nous donne, il a tellement organisé le corps humain qu'après, s'en est servi de ce qu'il nous donne à manger, il faut déposer. Et quand on ne sait pas déposer là où il faut, ça nous crée d'autres problèmes et c'est les maladies. Nous voulons éviter tout cela, sinon aider les populations à éviter les maladies. Une préoccupation de l'OCDI pour davantage apporter, outre la parole divine, cette œuvre sociale aux populations pour contribuer à leur mieux-être. Si vous faites un peu le tour dans la plupart de nos communautés dans le diocèse, vous allez vous rendre compte que nos mamans souffrent énormément pour aller chercher de l'eau. Il s'agira de faciliter l'accès
à l'eau potable aux communautés qui en ont besoin énormément. Toutes ces préfectures font partie intégrante du diocèse de Palimé. À terme, permettre à 5000 personnes issues de 20 communautés à disposer de l'eau potable et à parvenir à promouvoir l'hygiène et l'assainissement. La gestion de l'hygiène menstruelle nous intéresse également ce soir. L'événement est célébré chaque 28 mai au Togo. L'initiative citoyenne pour la transparence et le développement participatif a organisé des séances de sensibilisation en faveur des jeunes filles du Grand Lomé. Immaculée Bawé Abalo, reportage présenté par Yata Aratem. Gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire, un projet pour accompagner les jeunes filles élèves dans le Grand Lomé. L'initiative citoyenne pour la transparence et le développement participatif Togo, porteuse du projet, tire les leçons. Nous avions sillonné 20 collèges du Grand Lomé pour parler sur la thématique concernant l'hygiène menstruelle, surtout la manière dont les élèves filles vont se prendre corporellement pour être bien, en forme bien, avoir la bonne santé de l'hygiène menstruelle pour pouvoir aller à l'école sans difficulté. Nous avons sensibilisé surtout un nombre donné d'élèves qui ont bénéficié des formations sur la gestion de l'hygiène menstruelle. On leur a également outillé sur la puberté, puisque tout commence déjà par là. Et également les relations saines. L'initiative citoyenne pour la transparence et le développement participatif Togo prône le retour aux méthodes de gestion menstruelle de grand-mère, mais modernisées et réutilisables. Et pour y parvenir, un livret, mais 28 règles élémentaires du mois. On nous a appris comment coudre les serviettes et on nous a aussi appris comment fonctionne le cycle de la femme. Nous avons également eu les dons de machines et les ciseaux, tout ce qui peut nous permettre de coudre les couches. J'ai appris comment laver ou réutiliser mes serviettes. J'ai connu les bienfaits des serviettes hygiéniques réutilisables. Et du coup, je dis merci à l'association ICTDP et à l'association 2A2D pour cette initiation. Ces élèves, filles et garçons, armés de ces connaissances, sont invités et vont devoir les mettre en pratique pour leur bien-être. Tout juste, elle est détachée. De son côté, l'ONG Lumière Divine était face aux professionnels des médias. Objectif, présenter son bilan à mi-parcours de la campagne dénommée Manamessé, un projet qui a touché 4 375 personnes atteintes de la cataracte dans la région maritime. Abouza Dadja, commentaire sur image, Christine Pechekialoude. La campagne Manamessé, autrement dit, la vie retrouvée, entame sa deuxième phase. La cible, les populations défavorisées de la région de la Kara. En apportant cette chirurgie gratuite à nos populations, nous espérons en même temps entraîner des perturbations, des modifications au niveau sociétal pour permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de leur liberté, notamment les enfants qui sont utilisés pour servir Dieu à ces personnes aveugles. L'objectif aussi, disons, primordial de cette campagne, c'est de pouvoir offrir de la chirurgie gratuite, non seulement gratuite, mais de qualité à nos patients. Selon le programme national de lutte contre la cécité, le Togo enregistre chaque année 16 000 cas de la cataracte. En clair, un problème de santé publique. Avant cette campagne, le taux de chirurgie de la cataracte, c'est-à-dire nous opérons environ 550 cataractes pour 1 million d'habitants. Mais déjà, cette année-là, en 2021, avec ce qu'ils ont fait et ce que l'ensemble du programme national de la lutte contre la cécité et ses partenaires ont fait, nous avons porté ce chiffre de 550 à plus de 1100 cataractes opérées par million d'habitants. Le projet Manamessé est lancé depuis le 4 novembre 2021. À ce jour, près de 3000 personnes sont déjà dépistées et plus de 1000 patients opérés. Une campagne gratuite qui vise à prendre en charge pour cette deuxième phase 2000 cas de cataracte.
Chapitre santé, toujours, et à propos du Covid-19, à ce jour, samedi 28 mai 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 079, 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 765, 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 41 et le nombre de décès est de 273. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Allez, partons maintenant au Sénégal où le président Macky Sall a reconnu l'obsolescence du système de santé du pays et ordonné un audit des services de néonatalité afin que l'hôpital public ne soit plus un espace de tragédie. Déclaration faite par le président sénégalais après le décès de 11 bébés dans un incendie. Le président Macky Sall a ordonné vendredi un audit des services néonatals du Sénégal après la mort de 11 nouveau-nés dans l'incendie d'un hôpital qui a suscité une nouvelle vague de chagrin et d'indignation au regard du milieu hospitalier. J'ai déjà ordonné une mission d'enquête de l'inspection générale d'État pour regarder la qualité des infrastructures et de façon globale, s'appuyant sur une expertise, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Jeudi, Macky Sall a limogé son ministre de la Santé, mais pour de nombreux Sénégalais, ce n'est pas suffisant. Ils exigent davantage d'action, craignant que l'incendie de mercredi ne soit pas le dernier. Nous avons, depuis quelques années, engagé une politique de modernisation de nos hôpitaux. Vous savez que le système de santé est marqué par une obsolescence de la plupart des vieux hôpitaux du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, justement, mon gouvernement s'est engagé à construire de nouveaux hôpitaux. Un plan 2019-2028 élaboré par le ministère de la Santé reconnaît l'existence de lacunes. Il souligne notamment le manque de personnel et d'équipements en milieu hospitalier. Nous allons aussi travailler avec les personnels de santé, personnel médical en particulier, pour regarder ce qui ne va pas aussi dans le fonctionnement afin de juguler toutes les imperfections et que l'hôpital soit plutôt un havre de paix pour les malades et non plus un espace de désespoir ou de tragédie comme nous venons de le vivre. Alors que les circonstances de l'incendie restent floues, l'unité judiciaire chargée de l'enquête a déclaré qu'elle serait impitoyable envers les responsables. En bref, au Nigeria, au moins 31 personnes ont été tuées ce samedi lors d'une bousculade survenue dans le sud du pays durant une distribution de nourriture organisée par une église. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle pour déterminer les circonstances exactes du drame. Nouvelle affaire de violence policière au Brésil. Un homme est emmené de force par la police routière fédérale, puis enfermé dans le coffre de la voiture remplie de gaz lacrymogène. L'homme meurt quelques instants plus tard avant d'arriver à l'hôpital. Des images insoutenables filmées jeudi 26 mai dans le nord du Brésil. Un homme est emmené de force par la police routière fédérale, puis enfermé dans le coffre de la voiture, rempli de gaz lacrymogène. Mais ils vont le tuer. L'homme meurt quelques instants plus tard avant d'arriver à l'hôpital. Ce qui devait être un simple contrôle de routine se termine en mort par asphyxie. La police défend ses agents et justifie l'usage de ces pratiques face à l'agressivité de l'interpellé. La famille de la victime, elle, donne une toute autre version. C'est vraiment un crime. Ils ont agi avec une grande cruauté. J'ai vécu avec lui pendant 17 ans. Il souffrait de problèmes mentaux, mais il n'a jamais attaqué personne, il n'a jamais rien fait de mal. Il a toujours fait les choses pour le bien de la communauté et ils l'ont attrapé et ont fait ce qu'ils ont fait.
Cette exaction conclut une nouvelle série de violences policières survenues ces derniers jours au Brésil. Mardi 24 mai, 26 personnes ont été tuées lors d'une opération des forces de l'ordre dans une favela du nord de Rio. Certains corps portent des traces de torture, d'autres ont été retrouvés plusieurs jours après les affrontements. La police municipale parle d'une embuscade tendue par des trafiquants de drogue. Les criminels ont tiré un grand nombre de balles et les équipes de la police, des opérations spéciales et de la police fédérale de la route n'ont eu d'autre choix que de faire face au niveau de force que les criminels ont déchaîné. Ces bilans macabres confirment la place de la police brésilienne parmi les plus meurtrières du monde. En 2021, plus de 6000 personnes sont mortes dans des opérations policières selon les chiffres de l'Organisation de surveillance des violences locales. Retour au Togo, en page nationale, donc les fidèles musulmans ont prié hier pour la paix au Togo et dans la sous-région. Une prière faite suite à la récente attaque terroriste de Bekakanchi dans le Pendjal qui a fait 8 morts et des blessés. Elle se fera sur 3 semaines et dans toutes les régions du pays. Solange Amandé voit Sandra Aziabé. Des invocations pour implorer Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, a veillé sur le Togo. Les fidèles musulmans disent non au terrorisme. Ils prient pour la paix au Togo et dans la sous-région. Malgré toutes les précautions que les forces de l'ordre, sous l'impulsion des instructions données par le chef de l'État, ils attaquent. Et tout dernièrement, notre pays a été encore une fois de plus victime, avec 8 militaires tués et 13 blessés. Notre sous-région donc est victime du terrorisme. Aujourd'hui, nous ne pouvons que demander à Allah de nous épargner ce terrorisme et pour qu'il nous préserve la paix si chèrement acquise depuis un certain moment. Voilà pourquoi nous devons demander à tous les imams de consacrer ce vendredi, dans leur serment, de consacrer leur serment à prier pour que Dieu nous épargne le terrorisme. Un moment de recueillement et d'intense prière qui ne fait que commencer. Il se fera sur les 3 prochaines semaines dans toutes les mosquées du Togo. L'Union musulmane invite les fidèles d'Allah et tout le peuple togolais à prôner partout et en tout temps les idéaux de paix. Le gala des 100 meilleures entreprises les plus dynamiques du Togo fait son retour. C'est un événement qui décerne la palme du dynamisme et de l'innovation aux entreprises africaines sur la base de certains critères, notamment l'impact de l'activité sur l'économie. L'initiative est à l'actif du cabinet Ecofinance Entreprise. Ulrich Amega. Les 100 meilleures entreprises les plus dynamiques du Togo, déclinées l'une après l'autre. Parmi elles, Lansat, palme internationale du dynamisme dans le secteur de l'agriculture au Togo. La reconnaissance d'un engagement, celui de la mise à disposition des populations des produits de première nécessité. Sur les orientations du chef de l'État, il fallait réformer le tissu de production du secteur agricole. Ça a été fait au niveau technique, dans les structures de notre département, mais ça a été fait aussi au niveau de la base avec une meilleure structuration du monde rural. Aujourd'hui, nous avons des organisations paysannes opérationnelles qui arrivent au-delà de la production, qui arrivent à faire face au marché. Du dynamisme et de l'innovation, le secteur de l'agriculture en connaît de plus en plus. La jeunesse de croissance agricole au Togo, JICAT, est aussi distinguée pour la circonstance. Nous avons au sein des populations rurales, su mettre en place une expertise. L'expertise donc de structuration, d'organisation et de mise en marché des produits agricoles. Et cela a valu donc du prix parce que ça a créé d'impact au niveau des populations en termes de revenus, et en termes de changement de mentalité. L'éducation, la technologie, le numérique et les travaux publics, entre autres secteurs à fort impact sur la société. L'édition 3 de ce gala
le leur reconnaît. Ce prix nous donne encore une très grande motivation à aller encore de l'avant dans la prestation de nos services. Pour être encore une entreprise de référence, nous avons choisi le secteur de la digitalisation. Tout ce qui est automatisation fait partie de notre métier. On ne va plus attendre tous les produits d'Europe. Nous aussi, nous devons être capables de produire pour l'Europe. Excellence, innovation, expertise, capacité de performance sur le marché de l'emploi, impact économique, des défis face auxquels n'ont jamais fléchi les entreprises togolaises qui sont ici célébrées. Mais cette action de célébration et de promotion des entreprises que nous sommes en train de faire contribue à mieux vendre la destination de nos États et à rassurer les investisseurs au niveau national et international. Le Togo est également cité parmi les destinations de référence en matière d'investissement. Le Togo est un État où le climat des affaires est favorable à l'investissement. Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République du Togo, a quand même mis en place beaucoup de réformes, beaucoup d'investissements publics qui contribuent aujourd'hui à renforcer ce qu'on peut appeler l'attractivité de la destination Togo. L'édition 3 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo a vécu une motivation pour plus de performance et d'impact. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le concert party avec Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Très belle soirée à vous.